Bienvenue dans Rebond, le podcast imparfait qui raconte des histoires parfaitement vraies. Tout au long des épisodes, de nombreux invités vont se joindre à nous. On parlera d'échecs, de résilience, de moments de doute. Ah, non, j'ai toujours pas de story édulcorée à vous raconter, ni de success story, mais des histoires totalement humaines racontées par des personnes qui le sont tout autant. Resilience, failure, authentic, stories, courage, rebound. Bonne culture, très bonne culture du travail, il faut mentir. C'est très axé sur il faut travailler, j'arrive en France, je connais qu'elle. Et elle me laisse sortir de nulle part. T'es SDF à un moment, est-ce que Ouais. c'est un mythe ou... Fucking go. Let's go. Aujourd'hui, on reçoit une personne vraiment... c'est la grande classe. Moi, je suis content parce que pour moi, je reçois une star. Donc, vous témoignerez comme vous voulez. Je peux pas le présenter. J'ai essayé de trouver des choses sur Tony Jazz. J'ai pas réussi. Donc, je vais le laisser se présenter. Tony, bonjour, bienvenue. JP, bonjour, merci pour l'invitation. Je confirme, star. Star. Ouais, bah si personne ne le dit à part toi, il faut que je le dise aussi. Ouais, pour moi, je suis avec une star. Parfait, j'aime cette idée. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, Tony? Pour me présenter dans les grandes lignes, je te dirais que la plupart des personnes qui me connaissent parce que j'ai écrit la musique de campagne du président Barack Obama. D'autres me connaissent parce que j'ai été conseiller d'un ancien Premier ministre français, Alain Juppé. Et d'autres me connaissent parce que sur les réseaux sociaux, je donne énormément de conseils gratuits sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset d'une manière générale. Et donc, je fais mon œuvre. Ok. Profession. Ce que j'ai pas trouvé. Alors, profession multiple. J'investis dans des entreprises diverses et variées, généralement des entreprises de mes propres coachés. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a une valeur, je rentre au capital de leur société. J'ai mes propres entreprises à moi, diverses et variées, dans l'immobilier, j'ai des bars, j'ai des sociétés de location de voitures, j'ai plein d'activités tellement diverses. Bientôt une dans la santé et bien-être. Ouais, en fait, il y en a tellement que je ne saurais dire. Et après, il y a l'activité où je conseille les entrepreneurs. Il y a une autre activité qui est beaucoup plus dans le marketing. J'ai beaucoup d'arc à mon arc. Ok. Pas mal Beaucoup de flèches à mon arbre. Beaucoup de flèches à mon arc. Beaucoup d'arbres à mon arc. Non, hein. Ça se voit que t'as fait de la musique un peu, tu chantes. Ouais, non. Ça, c'est un réflexe. Quand je me trompe, il faut que je chante pour me rappeler de l'expression qui est beaucoup de flèches à mon arc et pas beaucoup d'arbres à mon arc. Mais ça te donne une idée de la pensée du gars. Tu vois, toi, il y en a qui envoient des flèches, moi j'envoie des arbres. Voilà. Donc, ouais, j'ai vu que t'as un passé de chanteur. Parce que là, tu nous as fait une Presque. petite En fait, mélo. Passé de producteur. En plus, je chante même pas. Mais ouais, j'ai beaucoup évolué dans le monde de la musique, d'où la musique de campagne du président Obama quand j'habitais à Montréal et je faisais mes allers-retours aux États-Unis. Donc ouais, j'ai beaucoup composé dans la musique. Ouais. J'ai vu que t'avais pas mal d'interviews. À chaque fois, on te pose la même question. Comment t'en es arrivé à faire la musique de campagne de Barack Obama, Alain Juppé? Désolé pour... Allez voir les autres interviews. Allez voir parce les qu'ici, autres on va pas interviews. traiter ça. Ouais. On va parler d'autre chose. T'as pas mal investi, comme tu viens de me dire. L'investissement, c'est quelque chose qui te passionne. Comment c'est né ce côté entrepreneur? Comment c'est né? Alors, c'est très simple. Quand je suis revenu du Canada, mon objectif était de trouver un job et puis d'aller travailler pour gagner mon argent et remplir mon frigo. Et quand j'ai commencé l'étape trouver un job, personne ne voulait m'embaucher parce qu'il y avait un trou dans mon CV après mes études. Je fais des études de droit qui était vide, néant. Et donc, pour expliquer ce vide néant, j'étais aux États-Unis et puis au Canada et je faisais de la musique. Donc, à cause de ce trou, personne ne voulait m'embaucher. Donc, je me suis dit, je vais commencer à créer ma propre entreprise. Et puis après, on en découlait d'autres. Et en fait, du coup, je ne suis jamais rentré dans le système du travail classique, on va dire. Et la première entreprise, c'était sur quoi? C'était pas... Alors, la première entreprise, c'était une entreprise de mise en relation. J'avais un très bon réseau. Et quand quelqu'un voulait rencontrer quelqu'un, souvent je connaissais les deux, donc je les mettais en relation. Et moi, je gagnais soit... le business model, il était simple. Je dis n'importe quoi, mais on va dire que toi, tu es la RATP et je connais le maire de San Francisco. Et il veut mettre des rails, un train, tout un système. Toi, tu as le savoir-faire. Je connais le maire, je te connais toi, le PDG. Je vous mets en relation. Et en fait, moi, je gagne soit des sous sur le deal, soit parce que je t'ai mis en relation. Donc, il y a un prix juste pour la mise en relation, quoi. Ok. Il y a un point dont tu viens d'aborder, là, le réseau.
Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important maintenant d'avoir un réseau. Comment, très jeune, parce qu'à ce moment-là, quand tu crées ta première entreprise, tu n'as pas de réseau. Ouais. Comment tu as réussi à te dépatouiller un petit peu pour avoir un réseau? Alors, il y a un truc qui est un petit peu contre-intuitif et complexe dans cette compréhension-là parce que, alors, sans faire de pub, j'ai écrit, et sans faire de pub, et c'était même pas la peine d'aller l'acheter, en vrai, vraiment pas, mais pour donner l'idée, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment faire un réseau à partir de zéro aux éditions L'Harmattan et où j'explique tout ça. Et en fait, l'idée, elle est très simple. Et c'est pour ça que je dis que c'est contre-intuitif, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Quand tu me vois comme ça et tout ça, en fait, je suis cool. Je suis un mec cool, je suis un mec gentil, je suis un mec agréable à vivre. Mais je vais beaucoup être dans mon coin, parler à peu de personnes et beaucoup écouter. Et en fait, comment se faire un réseau? En vrai, le secret, il est simple, beaucoup écouter. Ok. Parce que j'écoute beaucoup les gens, j'écoute leurs problématiques, j'écoute leurs besoins, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. Et les gens, on a tous un bon fond de vanité, les gens adorent se livrer quand tu commences à les écouter. Et en fait, moi, j'ai une écoute si active que derrière, ben, je garde un contact. Eux, ça leur rend la discussion agréable. Et ben, au fur et à mesure, ton carnet d'adresses, il se remplit pour peu que tu sois dans des bons lieux, avec des bonnes personnes, dans des bons endroits, et que tu arrives vraiment à rester connecté, ton réseau, il grossit tout seul. Ok. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est ton parcours. Parce que c'est vrai que tu as un parcours assez atypique, tu pars dans pas mal d'horizons. J'aimerais bien connaître un petit peu ton parcours scolaire et ensuite comment on en est arrivé au Tony qui est en face de moi. Ouais, parcours scolaire, très facile. Je peux te le résumer en une phrase. À peu près sur 20, à peu près 8 de moyenne dans mes meilleures années. Ok, Donc, ce qu'on peut considérer limite comme un cancre. Et pas comme limite parce que c'est comme ça que certains profs indélicats me traitaient. Voilà, on va rester poli Et ici. Hein. On va pas se faire censurer sur YouTube. t'étais d'accord avec tes profs ou... Hein, alors non, parce que moi je savais que j'étais intelligent, Ok. je savais que j'étais bon, je savais que j'aurais été sans aucune vanité, mais c'est juste que le truc c'est que les gens souvent confondent la confiance en soi et le fait d'être égocentrique, ce genre de truc. Le truc c'est que moi je savais que j'allais être bien meilleur que mes profs, mais bien meilleur dans la vie, en tant qu'être humain, pas bien meilleur, genre gagner plus, Ouais. bien meilleur être humain que plus gentil, plus cool, plus à l'écoute, tu vois. Et le truc, c'est que moi, comme je ne les sentais pas comme ça m'a dégoûté, démotivé de l'école. Donc, parcours chaotique. C'est simple, tu prenais mon bulletin. Tu sais, sur les bulletins, avant, je ne sais pas si ça se fait toujours, il y avait la pire note de l'école, Ouais. la pire note de la classe, pardon, ta note et la moyenne de la classe. Je sais pas pourquoi ils mettaient la pire, ils pouvaient mettre la mieux pour, tu sais, pour genre encourager les gens. Bref, ils mettaient la pire. Et ben, en fait, tu regardais toutes mes notes, les pires, ça correspondait nickel à chaque fois. Donc, tu avais bien capté que c'était fait pour enfoncer le dernier. Donc, j'ai toujours été dernier tout le long de ma scolarité. Après, je suis allé à la fac. À mon grand désespoir, j'ai détesté cette expérience, mais j'ai trouvé une nana extraordinaire. Ok. Et c'est là que mon idée de réseau, en fait, elle commence. L'histoire est belle. Il y avait une fille dans l'amphi. C'était pas ma classe, moi. Il y avait des classes et l'amphi. Dans l'amphi, qui était malvoyante. Et elle prenait ses cours sur l'ordinateur. Il faut savoir que je ne suis pas vieux, hein, mais à mon époque, on prend les cours sur des grandes feuilles. Il n'y a pas de truc à l'ordinateur. Mais moi, je prenais à l'ordinateur. Et en fait, cette fille, je vais la voir et je lui dis « Dis-moi, tu prends tes cours sur l'ordinateur parce que c'est ton kiff ou c'est quoi le truc ?» Elle me dit « Non, je vois mal, du coup, j'écris tout comme ça. » Je fais « Très, très bien. » Je lui dis « Je t'explique. Tu vas prendre tes cours longtemps comme ça ?» Elle me dit « Oui, toute l'année. Parfait. » Mais elle me dit « Des fois, je ne vais pas être là parce que je dois aller à l'hôpital pour mes examens pour les yeux. » Je lui dis « Très bien. Est-ce qu'on peut faire un deal ?» Il me dit « Oui, lequel ?» Je lui dis « Toi, tu prends tous les cours à l'écrit. Tous les soirs, tu me les envoies. Comme ça, moi, je peux les lire, être au courant de où on en est, tout ça. Moi, je viens jamais. Par contre, quand toi, tu n'es pas là, tu me le dis, moi, je viens pour prendre les cours. Comme ça, tu as une continuité à l'ordinateur, parce qu'on était les deux seuls avec l'ordinateur. Et comme ça, au moins, toi, tu as envie d'être là, c'est ton grand kiff. Moi, c'est pas du tout mon grand kiff. Elle me dit, OK, vas-y, moi, ça me va comme deal. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu ne jamais aller en cours, toujours recevoir les trucs. Bon, je retournais juste pour lui envoyer les trucs. Et en fait, j'ai passé mon temps à voyager comme ça. J'ai eu mon diplôme sur le fil du rasoir. Et après, je suis allé en licence. C'est simple, ça a duré 2 heures. Au bout de la 2e heure, j'ai fait c'est bon. J'ai tout donné pour vous, l'école. J'en peux plus, puis je suis parti. Donc, bac plus 3, 2 heures. Ok, c'est plutôt pas mal. Carré, pour un mec comme moi, mais c'est Grand Prix de Formule 1.
Mais comment toi, tu te sentais vis-à-vis des autres à ce moment précis où Des- tu as des mauvais résultats, tu pas des résultats scolaires incroyables je te dis, je pourrais te dire, c'est une bonne question parce que le truc, c'est que d'une manière générale, un être humain qui n'a pas le même système de pensée va se sentir à l'écart, va se sentir peut-être un peu anarchiste. Parce que moi, le truc, c'est que pendant qu'eux, ils allaient en cours, moi, je passais mon temps à aller en Europe, je voyageais, je suis allé en Espagne, j'adorais la musique, donc je suis allé voir des gitans jouer en Espagne. Après, je suis allé en Autriche pour connaître un peu la ville, sentir la ville, parce que c'est là que Mozart a fait ses plus grands opéras. Et après, je suis allé en Belgique parce que je suis un amoureux de Jacques Brel. Donc moi, ça, c'était mon kiff. J'aurais pu me sentir à l'écart. Mais le truc, c'est que j'étais tellement confiant en ce que je voulais faire et en qui j'étais que moi, je me sentais, je vivais ma best life. Ouais. Il y a quelque chose de marrant et d'assez paradoxal dans ce que tu dis, parce qu'au début, tu m'as dit que tu étais timide. Ouais. Et là, tu me parles de confiance en toi. Ouais. Comment ça s'exprime un petit peu ça, le côté de t'es timide et ta confiance en toi? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître antinomique, mais en réalité, ma timidité fait que je ne vais pas parler spontanément à quelqu'un que je ne connais pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis pas le gars qui drague les autres filles dans la rue. Genre, je sais même pas comment on fait ça. On te drague, c'est ça? Alors, oui, mais non, on parle pas de ça. Non, je demande si... Non, le truc, c'est que je sais pas aller vers je ne sais pas aller vers les gens. Par contre, si tu viens vers moi, mais je te fais passer la meilleure soirée de ta life. Ok. Parce que une fois que tu es connecté avec moi, je discute, je suis cool, je m'intéresse vraiment. Mais ce truc de briser la glace, je sais pas faire ça. C'est quelque chose que j'ai une timidité, je suis très dans mon coin. Mais une fois que la personne vient, ça va. Et la confiance en soi, c'est encore autre chose. Le truc, c'est que autant je suis très timide, autant le truc, c'est que je suis un compétiteur. J'ai fait du sport de haut niveau. Quel Et sport? j'ai fait de la boxe Ok. de haut niveau, j'ai fait de la natation. À moins haut niveau, mais de la boxe en tout cas à haut niveau. Et donc, le truc, c'est que je peux être très timide, mais je peux savoir si je te monte en l'air ou pas, sans aucun problème. Ça le mérite d'être clair. Et je suis très au courant de ça, et je suis très lucide sur là, je vais gagner, là, je vais perdre. Tu vois. Et cette confiance en soi, je pense que je l'ai bâtie dans le sport, mais on peut croire qu'elle est un peu antinomique avec ma timidité. Toi, tu as l'air vraiment, quand je dis tu as l'air sûr de toi, et ça, je le vois là, et tu sais ce que tu veux. Généralement, en France ou dans notre société, lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on a confiance en nous, la perception des autres est souvent différente. On peut dire qu'on est arrogant, qu'on est un petit peu prétentieux. Quelle vision tu as par rapport à ça? Ouais, tu as absolument raison. Le truc, c'est que lorsque tu dis je suis bon, Oui. les gens, l'esprit français pense, l'esprit pas français, francophone. L'esprit francophone pense que tu es là pour l'écraser. En réalité, c'est juste que je pense que beaucoup de francophones sont... beaucoup de francophones, je vais même aller plus loin dans la réflexion. Attention, tout le monde n'est pas prêt pour ce débat, tout le monde n'est pas prêt. Fais-moi Attention. kiffer, moi je suis prêt. Ok. Le truc, c'est que je trouve que les francophones ne s'accordent à être en relation ou à rentrer en contact avec d'autres francophones que par rapport à leurs blessures. Explication. Si toi, tu as ressenti une blessure dans ta vie, genre, je dis n'importe quoi, tu as été un peu maltraité petit, et que moi, j'ai été un petit peu maltraité petit, nous allons nous retrouver sur ce chemin-là. Okay. Et c'est comme ça qu'on va s'entendre. Le truc, c'est que si moi, j'ai confiance en moi, et que je te renvoie quelque chose où toi, tu n'as pas confiance en toi, nous n'allons pas pouvoir nous connecter. Chose qui est absolument différente dans la culture anglophone, où moi, j'ai ça, et toi, tu ne l'as pas, toi, tu vas être attiré pour l'avoir. Ça peut être la richesse, la santé. Alors qu'en France, si tu as quelque chose que moi, je n'ai pas, ils vont pas s'entendre. Ils vont mieux s'entendre avec des gens avec qui ils ont eu la même blessure. Ouais. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Parce qu'on va s'entendre, on va se plaindre ensemble, et puis on va pleurer ensemble. J'ai tellement pas de temps pour ça. Et donc, c'est pour ça que l'esprit français, d'une manière générale, a du mal, l'esprit francophone, a du mal à s'entendre avec des gens qui ont une bonne confiance en eux. Tout simplement parce que, je sais pas, ils aiment pleurer entre eux et se morfondre. Moi, et je t'assure, ils sont pas prêts pour ce débat. Moi, je me répète un peu et j'insiste sur ce truc-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comment t'expliques cette différence entre la mentalité francophone et la mentalité anglophone? Je suis totalement d'accord avec toi, qui est totalement différente. Ouais. Ouais. Historiquement, c'est religieux.
Ok. Tout simplement parce que la plupart des francophones latins sont des latins catholiques. La plupart des anglophones sont soit type germanique, soit protestants. Ok. Et en fait, chez les protestants, par exemple, la valeur de l'argent est totalement différente. Chez les protestants, si tu gagnes de l'argent, c'est bien, c'est que tu es en santé. Bravo pour toi. Chez les catholiques, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Ok. Tu vois. Et en fait, c'est juste une histoire religieuse qui, pour des gens qui d'ailleurs ne sont même pas religieux, qui aujourd'hui ont ça, c'est en toile de fond parce qu'en fait c'est culturel à l'intérieur. Et ils l'ont toujours entendu, toujours vu comme ça, donc c'est pour ça que c'est resté. Ok. Ok, très bien. C'est une belle L'histoire est là. analyse. Ouais. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est une très belle analyse. Ouais. Si on peut revenir sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que tu as pas mal entrepris. Est-ce que tu n'as pas eu cette peur très tôt d'entreprendre, de se lancer? Non, parce que j'ai confiance en moi. Ok. En fait, le truc, c'est que au-delà de tout ça, et j'en parlais très récemment, c'est que je suis quelqu'un de très inconscient. Ok. Je fais des projets aujourd'hui encore, hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein, je fais des projets. Je me rends pas compte que je risque beaucoup en faisant ça. Je te prends l'histoire de mon déménagement à Montréal. C'est la plus belle histoire du monde. Parce que il faut que tu t'imagines. Je veux que chacun puisse imaginer. Tu t'imagines, moi je suis parti à Montréal, je crois que j'avais 21 ans. Tu t'imagines toi à 21 ans, tu as pris un billet pour Montréal, tu as ton visa, tu as tout. Nous sommes donc le 12 février 2005, de mémoire, je pars. Et ce jour-là, je me dis, mais j'arrive demain à Montréal, mais je dors où? C'est ce genre d'inconscience. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux sociaux comme ça, je discute dans un groupe de Canadiens, et je dis, il y a quelqu'un qui peut m'héberger quand? Demain. J'arrive demain pour 1 an, normalement, au minimum. Et en fait, c'est tellement inconscient parce qu'aujourd'hui, j'aurais planifié un peu en avance, vas-y, au moins 2 petites semaines, tu vois. Là, j'ai tout fait à l'arrache. Et en fait, au-delà de à l'arrache, c'est que je fais des choses par tellement d'inconscience qu'en fait, ça réussit, tout simplement parce qu'en fait, je ne vois pas le risque. Je me dis, il peut rien m'arriver de mal. Et d'ailleurs, je ne pense jamais qu'il puisse m'arriver quelque chose de mal. Je ne pense toujours que bien. Donc, tout se passe toujours très bien. Mais en fait, en réalité, je fais tout ça parce que je suis totalement inconscient. Ouais. Je réfléchis, je me dis pas qu'il puisse m'arriver quelque chose de mal. Moi, j'aime bien l'inconscience, le côté insoucieux, par exemple, des enfants, des bébés. Et moi, j'aime bien écouter les petits parce Ouais. qu'ils ont ce côté-là insouciant. Et ça fait que quand on grandit, on perd ce côté-là. Et je trouve ça vraiment dommage de perdre ce côté de l'insouciance et tout. Et par rapport à l'entrepreneuriat, j'aimerais savoir si tu penses que quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu es obligé de garder ce côté-là, cette insouciance-là pour performer. Oui, parce que le truc, c'est que l'entrepreneur est forcément. Tu sais, il y a cette image, je ne sais plus où je l'ai entendu l'autre jour, qui explique qu'un entrepreneur, c'est un gars qui saute d'un avion et pendant qu'il saute, il construit son parachute. J'aime bien cette idée-là parce que ça veut dire. En réalité, en fait, l'entrepreneur, c'est un gars qui se dit, ah, j'ai une idée. Genre, je te prends l'exemple du studio de podcast. J'ai une idée, c'est faire un studio de podcast. Cool. Et une fois qu'il a fait, il est là. Ouais, mais en fait, il faut des micros. Ouais, mais en fait, il faut connaître ça. Ouais, mais en fait, il faut faire de la déco. Ouais, mais en fait, il faudrait démarcher des gens. Et en fait, c'est pendant qu'il avance qu'il se rend compte de toutes les embûches, mais qu'il les répare au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça que moi, j'aime cette idée d'entrepreneuriat, parce que c'est des gens qui sont axés solutions. Ok. C'est un entrepreneur, rares sont les entrepreneurs à qui tu vas dire alors comment ça va? Ouais, bah, c'est un peu dommage, c'est un peu le bordel. Non, il va dire ouais, ça va, mais bon, j'essaie de faire ci. C'est toujours un gars qui se débrouille Ouais. ou une nana qui se débrouille. Et j'aime cette idée axée solution. Mais il y a quand même une pensée, tu te dis quand même, peut-être que ça va pas marcher. Est-ce qu'il y a quand même un petit pourcentage où tu te dis, peut-être que ça va pas marcher? Ouais, il y a un pourcentage de doute, toujours, dans tout ce que tu crées dans ta boîte. Même tu es en train de la faire, et là, tu te dis, ouais, mais ça marche pas, mais ou bien comment est-ce que je peux faire, comment je peux aller plus loin. Mais en fait, le problème, c'est que si jamais tu laisses ce doute exister juste plus de 2 secondes dans ta tête, tu as un problème. Ouais. Parce que tu vas le rendre réel, tu vas créer des connexions neuronales qui vont le rendre réel, et tu vas tout faire pour plonger dans le mur, tu sais même pas comment, et tu te dis, mais je comprends pas comment ça peut arriver. Tu y as trop pensé. C'était déjà trop. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est ce qui fait que tu te plantes. Mais moi, je suis fasciné par les entrepreneurs. Ce courage-là que vous avez, les entrepreneurs. J'aimerais bien entreprendre plus tard, mais j'ai pas encore trouvé ce courage-là. C'est facile. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a 25 ans comme moi et qui aimerait bien trouver ce courage-là pour entreprendre? Easy.
Easy. Easy C'est money. facile à dire. Là, c'est Non, facile à dire pour l'instant. non, hein. c'est pas facile à dire. T'es fou, quoi. Easy money. Il y a de l'argent par terre, là, et il y a des gens, ils le ramassent pas. Parce que soit ils ont peur, soit ils sont trop feignants pour le faire. Et je vais t'expliquer. À toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui disent « Ah, il va nous donner la règle d'or si on veut entreprendre, comment faire ?» Là, je vais te dire comment faire. C'est facile. Dans ta vie de tous les jours, toi, JP, dans ta vie de tous les jours, il y a un besoin que tu as. Dans la vie de tous les jours que vous avez, il y a un besoin que vous avez. Il est là, ce besoin. C'est quoi ce besoin? Par exemple, je vais te donner l'exemple qui date pas plus tard qu'avant-hier, je donnais une conférence à Lille. À Lille, je connais personne. Chez moi, j'ai mon barbier. Il se déplace chez moi ou je vais chez lui. Et là, j'avais besoin d'un gars qui puisse venir à mon hôtel pour me faire le barbeur. C'est un besoin. Il y a des gens qui ont ce besoin. Eh ben, tu peux dire, moi, j'ai ce besoin aussi. Bah, tiens, je vais créer une société qui va répondre à ce besoin. Donc, en fait, il faut que tu regardes dans ta vie de tous les jours de quoi tu peux avoir besoin. Et l'idée, c'est que tu réponds à ce besoin. De deux manières maintenant. Si tu veux faire de l'argent, il y a deux manières de faire de l'argent. Soit tu te mets sur une niche, donc quelque chose qui est très très précis, et tu mets un gros prix. Pourquoi? Parce qu'il y aura peu de personnes. Soit tu vas sur un truc très large, et là, tu pètes les prix, de façon à être sur une stratégie de volume. Et à partir de là, tu regardes toutes les sociétés qui existent, et tu verras qu'elles répondent à un besoin. Le matin, quand tu n'as pas le temps de prendre ton petit déjeuner et que tu es en train de courir, tu t'arrêtes à la boulangerie prendre un petit truc. La boulangère répond à un besoin. Quand tu vas à la salle de sport pour faire ton gym, le truc, c'est que tu n'as pas de quoi équiper tout ton appart avec toutes les machines, donc elle répond bien à un besoin. Et du petit gars qui te vend un petit gadget dans la rue jusqu'à la société qui te vend ta voiture, ils répondent tous à un besoin précis. Donc, Ok. trouve ton besoin. Une fois que tu l'as trouvé, tu choisis ta stratégie, volume ou niche, et t'envoies fort. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Hein. Prends ce que fait déjà quelqu'un, copie, et let's go. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est très beau, c'est bien. Mais il y a un truc qui revient, c'est l'argent. Comment tu fais pour financer ça? T'es jeune, t'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune là maintenant Alors, qui nous regarde et qui se dit, et qui se dit, vas-y, c'est je veux le magnifique faire, mais ce j'ai qu'il pas dit. d'argent. Le Tony Jaa, c'est magnifique ce qu'il dit, mais j'ai pas d'argent. Comment je fais? D'accord. Facile. Très facile. Toujours facile avec toi. Non, mais il n'y a rien de compliqué dans la vie, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Je vais te donner, tu sais quoi? Je reprends l'idée de ce studio de podcast dans lequel nous sommes. Ce micro-là, j'ai voulu l'acheter cet après-midi, il coûte 400 €. Ok. Les lights, vas-y, t'en as pour beaucoup. OK? Il faut l'acheter, tout ça, il faut le financer. Oui. Les appareils photo à 3000 balles, il faut les acheter aussi, avec les lentilles qui vont avec. Le truc, c'est que si tu veux acheter tout ça et que tu n'as pas l'argent, va travailler au McDo, va travailler dans un chantier, va travailler dans tous les métiers en tension qui recrutent facilement. Serre les dents, courbe les chines, prends l'argent. Une fois que tu as assez pour financer ton projet, ciao les moches, et là maintenant tu investis dans ton propre projet. Ok. Parce que nous ne sommes pas nés tous avec une cuillère d'argent dans la bouche, avec des parents capables de financer ou des copains capables de te donner un peu d'argent. Donc j'ai envie de dire, va faire ton argent ailleurs et une fois que tu l'as, tu le réinjectes dans ton business. Ça, c'est si tu n'as pas d'argent. Donc c'est facile. Parce que je parlais au barman qui tient le café juste en bas et je lui ai expliqué que j'avais un bar et lui m'expliquait que la difficulté de recruter. Ok. Donc on peut trouver un job. Ça, c'est le point 1. Et maintenant, le point 2. 80% des business qui se créent dans le monde n'ont pas besoin de financement au départ. Parce que la plupart sont du service. Et dans le service, il n'y a pas besoin d'argent. Il n'y a pas besoin de fonds de départ. Ce n'est pas comme si tu étais boulanger et que tu avais besoin d'acheter de la farine, des choses comme ça. La plupart des business sont du service. Donc pour tous ceux qui veulent faire du service, tu as besoin de quoi? D'un ordinateur. Orelsan, il le dit dans une de ses chansons. Si tu veux filmer, prends un truc qui filme. Achète pas un FX3. Prends-toi un iPhone et commence, tu vois. Ok. Donc, on peut, c'est facile. Tu me disais tout à l'heure qu'on n'est pas tous avec une cuillère. Toi, comment tu peux me parler un petit peu du côté familial, si on peut revenir dessus? Bien sûr. Moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Ok. Très modeste. Je viens de la Désirade. C'est une petite île que personne ne connaît, au fin fond de la Caraïbe. Une île de pirates. Ouais, je suis allé regarder. Ah, t'as regardé? Ouais. J'aime. Allez, tapez Toute, là. toute petite, hein. Mettez sur pause, mais vous reprenez après. Hein. Vous tapez Désirade dans Google. Vous allez voir les plages. Quand vous tapez paradis, c'est les mêmes plages. Vraiment, c'est pas c'est les mêmes plages. Paradis, ok, le mec Ok, est tu vraiment... tapes paradis sur Google, tu tapes Désirade, tu regardes, c'est les mêmes plages. Pareil. Ok.
Et vraiment. Et c'est une île de pirates à l'origine. Donc c'est pour ça que dans mon chant lexical, je parle beaucoup de piraterie parce que je viens d'une île de pirates. Je pensais que c'était Booba. J'aime aussi beaucoup Booba, Ok. mais je viens d'une île de pirates. Et mes parents, mon père était infirmier, ma mère était juriste. Ma mère, elle a fait ses études de droit avec moi, 5 ans, en train de dessiner dans les amphis de la fac. Après, je retournerai à la fac de droit bien plus tard dans ma life. Et avec ma sœur, bébé, comme ça, en train de prendre ses cours. Ok. Donc, c'est pas, elle pouvait pas se payer elle pouvait ni payer la crèche, ni payer quelqu'un pour nous garder. Mon père, lui, il a fait ses études d'infirmier en partant de Guadeloupe pour essayer de faire ça dans tous les hôpitaux publics de Paris. Donc, c'est un milieu qui reste sain parce que j'ai une famille qui est très saine, très aimante, avec une bonne culture, une très bonne culture du travail. Les familles antillaises sont très axées sur il faut travailler, il faut bien travailler. Ils sont très à cheval sur l'école. J'ai pas été un exemple, mais ils sont très à cheval là-dessus. Et je viens pas d'un milieu. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis très heureux des métiers de mes parents, mais je serais peut-être allé plus loin plus vite si j'avais eu un père industriel et une mère médecin, par exemple. Ok. C'était pas le cas. J'ai vu que tu as été SDF à un moment. Est-ce que Ouais. c'est un mythe ou Non, ou c'est pas un vrai? mythe, c'est réel. Comment, Ouais, on c'est part réel. comment on part de là, de SDF à Tony Jazz que j'ai devant moi, qui a plusieurs sociétés, entrepreneurs, etc. Ouais. En fait, la réalité est même bien pire parce que quand j'ai créé la musique de campagne du président Obama, c'était au plus haut de ma carrière. J'habitais facilement aux États-Unis, facilement à Montréal. La vie, elle était simple et tu vois, elle était facile. Elle était Ouais. très facile. Je compare souvent ce moment de ma vie à une femme belle. J'explique pourquoi. Les Ok. gens vont dire oh, Tony, t'es misogyne. Pas du tout. Calmez-vous, tranquille les commentaires. Quand tu es une femme et que tu es belle, la vie, elle est plus simple pour toi. Hein. Tu peux me dire non. Si tu dis non, c'est que tu es une femme belle. Si tu dis oui, c'est que soit tu es un gars, soit que tu es une nana qui se Ouais. considère comme pas belle. J'espère qu'il y aura Mais- pas mal de belles femmes qui vont regarder quand même. Bien sûr, mais quand tu es une belle femme, tu sais, la vie, elle est plus simple pour toi. Quand tu rentres dans un magasin, on t'accompagne jusque dans les rayons. Ouais. Quand tu demandes quelque chose, tu l'as très facilement. Il y a une mannequin qui en parlait très récemment en expliquant la facilité qu'elle avait. Et j'adore cette honnêteté. Bah, moi, à cette époque de ma vie, je me considérais comme une femme belle. Je me disais, tout est simple pour moi et dans ma vie. Et quand je suis revenu en France, une succession de mauvais choix. De mauvais choix dans mon couple, de mauvais choix dans ma vie perso, dans ma vie privée, dans ma vie financière. Parce que quand tu es artiste et qu'on te paye à coup de royalties, tu es payé un an après pour voir le succès rétroactivement de ce que tu as fait. Donc, pas d'argent. Et un jour, je rentre chez moi, je mets la clé pour rentrer. Et en fait, la nana avec qui je suis a changé les serrures. Et je me retrouve comme ça, SDF, dans une ville qui est Bordeaux. Et les gens me disent souvent ouais, mais tu aurais pu aller chez un copain, une copine. Ouais, mais le truc, c'est que quand moi, j'arrive en France, je ne connais qu'elle. Et Ok. elle me laisse sortir de nulle part. Donc, j'ai pas le temps de me faire des amis. Donc, une fois qu'elle me met à la rue, il n'y a rien autour de moi, Ouais. à part un banc et la ville. Et il n'y a pas un copain que je peux appeler, parce qu'ils sont tous ailleurs dans un autre pays. Mes parents, j'ai pas envie de retourner chez eux, je venais de créer ma boîte. Donc en fait, pour moi, c'est mon monde qui s'écroule, parce que je me dis, attends, je faisais des super fêtes il y a peu de temps, j'étais une belle femme, et aujourd'hui, nul n'est prophète dans son pays, comme disait Bob Marley, je me retrouve SDF dans mon propre pays. Et en fait, c'est une chute et une dégringolade cause de mauvais choix. Je te la fais courte, mais c'est une cause et une succession de mauvais choix qui m'amène à rester sur un banc comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, en plein hiver, 9 décembre. Nous sommes bientôt le 9 décembre, donc à chaque fois, ça me fait un truc très bizarre chaque année. Mais j'ai envie de dire pas revanche, mais beauté de l'histoire, je te la fais courte. C'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, je suis autant investi dans l'immobilier. Parce que dans ma tête, plus jamais de ma vie, je ne serai à la rue. Ouais. Tu vois, j'aurai toujours un toit, un endroit où aller. Donc non, ce n'est pas un mythe, c'est très réel. Et pendant de longues années, j'en ai pas parlé parce que cette histoire du chef d'entreprise qui réussit bien sa vie, qui est super cool et tout ça, et qui a été SDF, c'est un peu relou de l'entendre. Ouais. Mais le truc, c'est que moi, ça a été ma réalité. Et il y en a plein que j'ai connus à ce moment où j'étais dehors et qui n'ont pas réussi et qui sont soit morts de vieillesse, de fatigue, de drogue ou autre, et qui rêvaient aussi d'être chef d'entreprise. Donc, je suis une toute petite partie qui réussit à fuir, mais
Ouais. Toute petite partie. C'est vrai que notre média s'appelle Rebond. Justement, On est en plein dedans. comment tu fais pour rebondir justement de cet événement-là? Le truc, c'est que quand tu es dans une mauvaise passe de ta vie, là, il y a forcément des gens qui écoutent et qui sont dans la période la plus catastrophique de leur vie. Personnelle, financière, amoureuse, de vie. Ça. Quand tu arrives à ce moment-là, tu as deux possibilités. Et je vais t'expliquer laquelle à ne surtout pas prendre. Première possibilité, te laisser aller et dire, bon, allez, je vais essayer tout seul par moi-même. Ça, c'est celle qu'il ne faut pas prendre. Ouais. Il y a une deuxième possibilité, c'est celle que j'ai prise et celle que je ne voulais pas prendre, qui est de te faire aider par quelqu'un. Moi, quand quelqu'un voulait m'aider, je disais, non, 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 ça va aller, tranquille. Je prenais ma douche tous les jours dans des toilettes handicapées, avec de l'eau froide, parce que tu sais, c'est un bouton poussoir et tu Ouais. fais ça. Et donc, au bout de 5 secondes, il n'y a déjà plus d'eau. Il faut rappuyer. C'est extrêmement fatigant tous les jours de faire ça. Et un jour, un ange gardien m'a proposé de venir dormir chez elle pour rebondir. Je dis, mais d'où tu viens, toi, pour me proposer ça? Un ange gardien. J'ai accepté, chose qu'il faut faire quand tu veux être aidé. Et grâce à ça, et parce que j'ai accepté, et parce que je me suis dit, c'est parce que j'en avais Ouais. marre. Ça faisait des mois, c'est bon, j'en avais marre. Juste une douche chaude, me brosser les dents, je te jure, c'était un grand kiff. Eh ben, j'ai accepté, et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui sont en galère, peu importe ce qu'ils sont en train de traverser, faites-vous aider. Ok. S'il y a une main qui vous fait ça, faut l'attraper. Et justement, je rebondis avec ça parce que je vais tout le temps rebondir sur ce que tu dis. Il y a des gens qui disent, qui aiment bien dire, je me suis fait seul. J'ai besoin de personne. Ouais. Est-ce que tu penses il y a forcément pour réussir à un moment donné de notre vie, il faut qu'on nous tende la main? Alors, si on parle... Alors, moi, je parlais pour se faire aider. Ouais. Si on parle dans la création de la personne que l'on est en tant qu'entrepreneur, il y a une partie où tu dois être seul. Il y a une partie de solitude que tu dois avoir. Non, moi, je parle pas de cette partie-là. Ok. Je parle de la partie entrepreneur, oui, effectivement. Mhm. Mais je parle comment te dire ça, dans notre vie, à un moment donné, dans Ouais. notre démarche, dans notre marche, c'est pas forcément, on va pas nous accompagner Ouais. et nous tenir la main. Et à un moment donné, il y a quelqu'un est-ce qu'il y a un moment donné, toi, personnellement, il y a quelqu'un qui t'a tendu la main dans une situation qui t'a permis de pouvoir te développer après? Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Si. Bah, dans ce moment de ma vie-là, c'est Ouais. ce qui est arrivé. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est... Enfin, en vrai, c'est deux personnes. En vrai, c'est deux personnes. Et l'une de ces deux personnes a fait quelque chose de très beau. Il y a une personne qui m'a hébergé. Elle, c'est grâce à elle que ça a pu commencer. Il y a une deuxième personne qui est revenue m'aider justement à ce moment-là de ma vie et qui était très beau. Elle m'a dit, tiens, va sur Internet et regarde les appartements dans lesquels tu aimerais vivre. Je dis, c'est quoi ton truc, quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je visualise le truc dans lequel arrête. Je suis un homme, on est beaucoup plus fermé à ce genre de truc. Tu vois. Et non, elle m'a dit, vas-y, fais-le. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai regardé, je lui ai dit, ah bon, celui-là, il est bien. Ah, cool, machin, vas-y, prends rendez-vous et comme ça, on va le voir. Tu vois, genre, comme ça, tu le vois. Tu vois, tu veux vraiment que je visualise, hein? Là, bon, vas-y, viens, on va le voir. J'ai que ça à faire, apparemment. Et donc, du coup, on est allé le voir. Et quand on y a été, elle m'a dit, tu aimes cet appartement, il est beau et tout, s'il te plaît? Je lui ai dit, oui, il est fantastique. J'adorerais. Je peux pas me le payer, mais j'adorerais. Et en fait, le gars était là, c'était un copain du propriétaire. Il dit, OK, qu'est-ce qu'il faut comme document si jamais on le veut? Il dit, il faut ça. Elle ouvre sa pochette, elle donne tous les documents. Et il dit, c'est 2 mois de loyer, non, 2 mois de caution, 1 mois de loyer, machin, la garantie. Putain, elle fait les chèques, elle les donne, clac. Ouais. Et après, à la fin, elle part, le mec lui donne les clés, elle me les donne et elle me dit, maintenant, t'es obligé de bosser pour me rembourser. Donc, Ça met la pression. ça met la pression. Ça met Ouais. la grosse pression. Mais je dis, putain, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour moi, quoi. Parce que le truc, c'est que moi, dans ma vie, j'ai toujours aidé les autres. Je dis pas, genre, j'ai toujours aidé les autres, on m'a jamais aidé. Je dis pas ça. Mais naturellement, j'aime aider les autres. C'est quelque chose qui... Je me sens entier et accompli quand je le fais. Et là, on venait me donner un coup de main. Donc oui, dans ces moments-là de ta vie que tu traverses, il faut que tu te fasses aider. Il faut éviter le truc. Je me suis fait seul, je me fais seul. Ouais. Si tu n'as pas une force de caractère assez balèze, et encore, ça ne demande même pas une grosse... Faites pas ça. C'est s'épuiser pour rien, alors qu'il y a quelqu'un qui est là. Vas-y, viens, tu veux nager de l'autre côté dans le courant pour traverser la rive? Déjà, un bateau, je te fais passer. Prends le bateau. Oui. Faut se faire aider. Il y a un point dont tu parlais au début, c'est
tu m'as fait comprendre que tu avais des rêves quand tu étais petit, tu savais où tu voulais aller, très jeune, de ce que j'ai cru comprendre, tu savais déjà où tu voulais aller. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Est-ce qu'à un moment donné, quand il t'est arrivé, où tu as chuté, est-ce que ces rêves-là ont pu être mis de côté ou tu as pu douter de toi? Jusqu'à aujourd'hui, je doute de moi. Ok. Parce que quand je veux faire certaines choses, à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais arriver à faire ça? Qu'est-ce qui va me manquer? Machin, machin. Mais le truc, c'est que je me dis ça pendant que je construis le truc, tu vois. Mais à aucun moment, ça m'arrête. Parce que dès que j'ai un doute, je ne le laisse pas créer. Il faut vraiment garder ça en tête. Un chemin neuronal dans ma tête. Si Ok. jamais je le laisse envahir mon cerveau et se développer, je lui donne une vie. C'est-à-dire que quand le doute arrive, c'est une phrase ou c'est juste un mot. Quand tu y réfléchis, ça devient un petit paragraphe. Et après, ça devient un chapitre, une page, un sommaire, un bouquin, un annuaire. Ok. Je lui laisse pas de vie. Et donc, c'est pour ça que oui, je doute. Oui, j'ai toujours mais en fait, même en parler, tu vois, je reste succinct là-dessus. Non, non, tu vas pas vivre longtemps dans ma tête. Ok. J'évite. Il y a quelque chose que nous, on aime bien parler chez nous, c'est l'échec. Pour ça qu'on a créé on a créé ce podcast-là. On a créé ce podcast parce qu'en fait, moi, je suis un grand fan de podcasts. Et sur les réseaux, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de success story, de côté édulcoré. Toi-même, tu parles pas mal on voit beaucoup les beaux angles. Oui. Moi, j'aimerais savoir si, Tony, si toi, tu as connu des échecs qui t'ont marqué. Ouais. Alors, moi, Un exemple, hein. ah ouais, moi, je pense que je suis le seul gars sur Terre. Si tu vas sur mon Instagram et que tu regardes mes stories, je suis le seul gars qui parfois. Alors déjà, je suis pas un gars qui va montrer les trucs, les avions, les machins. Non, je fais pas ça. Je le fais de temps en temps, mais c'est rien à voir. C'est pour donner des stories. Mais je suis le seul gars qui partage les problématiques qu'il vit. Non pas pour qu'on me plaigne, Ouais. non pas pour mais à chaque fois que je parle d'une problématique en story que je peux traverser, j'explique toujours dans la même story ou dans la même suite de story la solution que je suis en train de chercher, de façon à apprendre à ma communauté à se dire j'ai cette problématique-là et voici comment moi je réfléchis pour trouver ma solution. Mon idée étant de toujours apprendre à ma communauté, gratuitement dans des stories, voici le chemin intellectuel que vous devez faire si jamais vous avez une difficulté et comment y arriver. Et donc, je montre toutes ces difficultés. Moi, des difficultés, j'en ai tellement. Là, je suis en train de faire un chantier. C'est un immense chantier, très gros chantier. J'ai vu ça sur Insta. Tu étais avec un chien qui devait Oui, t'aider. j'ai commencé à perdre la tête. J'ai pris mon chien, je lui ai parlé du planning de la journée sur Il a pu t'aider, le j'espère, hein. chantier. Ouais, elle a tout fait, nickel, elle est tellement top. Après ses petites pattes et tout. Mais le truc, c'est que, tu vois, quand j'ai fait cette story et quand j'explique, quand je fais ce post et que justement je l'ai expliqué en écrivant dans le post et j'explique qu'en fait, ce chantier, il est en train de me rendre fou et que je parle à mon chien. C'était une manière humoristique, tu vois, de le montrer, mais pour dire, voilà ce que je traverse en ce moment, parce que tu as des artisans qui te lâchent, tu as des artisans, tu les payes, ils viennent pas, tu as des artisans, ils te font n'importe quoi. Et donc, en fait, tu te dis... Tu vois, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit ça suite à une story où je montre la problématique que j'ai avec certains artisans. Et il y a une nana qui m'écrit « Ah, mais même Tony Jazz, du coup, ça lui arrive. » Je dis « Mais en fait, ça arrive à tout le monde, même à Trump, si tu veux. Tu vois, ça arrive à tout le monde. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du niveau d'exigence de la personne qui est en face. Tu vois. Ouais. Et donc, j'explique ça. Et j'explique comment, derrière, je ne refais pas l'erreur. Comment est-ce que je réfléchis et comment est-ce que je fais pour rattraper cette erreur-là, de façon à montrer que voilà, des échecs, c'est tout le monde. Le truc, c'est que je sais, il y a peu de personnes qui vont vouloir partager leur échec, influenceurs, coach, Oui. formateurs, entrepreneurs, qui tu veux, tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont un ego mal placé, qui ont du mal à montrer qu'ils ont pu être à défaut à un moment et qui ne veulent pas montrer ça à leur communauté. Alors qu'en fait, s'il y a bien une chose qu'il faut montrer, c'est ça, parce que tu restes humain et tu montres que tu arrives à rebondir. Ouais. Tu m'as toujours pas donné d'exemple d'échec que tu as connu dans ta vie. Désolé d'insister. Ah non. Alors, Un exemple concret d'un échec qui t'a marqué. un échec quoi ? Tu veux quoi ? Un échec Un amoureux, échec de- entrepreneurial, Non, perso amoureux, on va laisser ça. On va laisser ça de côté. On aime bien les femmes, mais on laisse ça pour l'instant. Un échec de vie, un échec professionnel ou autre. Mon Dieu, mais j'en ai tellement.
Quel échec il y en a tellement. Bah, j'ai compris que tu as eu le cœur brisé quand elle a fermé la porte. Ouais. Ça c'est bon. Ouais, ça on met de Ça, côté. on On met a de dit, côté. ça, on n'en parle pas. Ouais. Je vais te prendre un échec, on va dire, entrepreneurial à la limite, parce que c'est ce qui va parler, on va dire, à beaucoup de personnes. Alors, le truc, c'est que, tu vois, même dans ma manière de le dire, ça va même pas être un échec. Mais parce que mon cerveau ne va pas... spontanément, j'ai trop entraîné mon cerveau, je l'ai trop programmé pour... Mais je vais le faire. Hors entraînement. Hors entraînement, je vais le faire. Je vais essayer l'exercice. Je crée, quand je reviens en France, personne ne veut m'embaucher, je crée cette société spécialisée dans la musique pour les entreprises. Logo sonore, voix off, ce genre de choses. Musique de jeux vidéo. Et moi, le truc, c'est que moi, je viens avec ma culture américaine quand je reviens en France. Parce que ma vie professionnelle, je l'ai construite aux États-Unis et au Canada dans un premier temps. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je crée cette boîte ? Je prends mon téléphone, j'appelle le gars qui a la plus grosse boîte sur ce métier-là, et je lui dis, voilà, je viens d'arriver, voici mon parcours, voici ce que je fais, et je vais créer une boîte concurrente à la tienne. J'appelle mon concurrent lui disant, je vais me créer. Mais pour moi, c'est normal de faire ça. Ouais. Et de me connecter avec mon plus gros concurrent, qui sache, moi je suis derrière tes baskets, et du coup je me dis, mais dans ma tête c'est cool, je viens te challenger, quoi. Donc tu vas devoir être meilleur. Et moi je vais devoir être à ton niveau très vite, tu vois. Le mec au téléphone me dit, alors je vous déconseille de créer cette boîte, parce que moi déjà je suis là depuis 20 ans, il n'y a pas de travail, changez de région, allez ailleurs, faites autre chose, trouvez un job, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas, je vais vous fermer toutes les portes. Il n'y a personne qui va venir vous voir. Maintenant que je connais votre nom et tout ça, genre je me suis dit, merde, je suis allé le voir, tu vois. Genre, le mec, il m'a menacé. Genre, tous ceux que tu vas aller voir, je vais leur dire de ne pas bosser avec toi. Je vais te faire la pire des sales réputes. Je dis, mais attends, comment tu peux dire si tu ne me connais même pas ? Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, merde, je viens de griller ma boîte. Je viens de griller tout ce que je veux. J'ai grillé, j'ai déconné. Et en fait, très vite, avec du recul, je me suis dit, attends, mais le Jean-Jacques que j'ai appelé, il ne peut pas connaître la Terre entière. Le gars, il a juste peur de moi, parce que quand je lui ai donné mes références et ce que j'avais fait, à mon avis, il n'a même pas fait la moitié du quart de ce... Donc, c'est pour ça que je dis je le transforme, parce que dans ma tête, très vite, ça m'a mis un doute, et je me suis dit, mais j'ai fait une erreur, parce que j'avais créé la boîte, j'avais les assurances, j'avais le matos, j'avais tout acheté, j'avais tout. Donc, en fait, pour moi, je l'ai vécu, en réalité, 5 secondes comme un échec, parce que je me suis dit, merde, j'ai investi pour rien. Je viens de perdre mon argent. Je viens de perdre ma crédibilité. Mais le truc, c'est que 5 secondes plus tard, j'ai fait, bon, maintenant, on va le manger. Ok. Et qu'est-ce que tu en as tiré de ça ? Que tu peux pas faire du business en France comme tu le fais aux États-Unis, la première chose. Les réflexes que j'ai, très américains, je peux pas les adapter à un système français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'en ai tiré, c'est fais ton étude de marché avant. En fait, j'ai lancé la boîte sans étudier mon marché, sans étudier mes concurrents, j'aurais pas dû l'appeler. J'aurais peut-être dû appeler quelqu'un qui le connaissait et me dire, tu connais un peu ce gars-là, tu sais comment, tu vois, j'aurais dû me renseigner. J'y suis allé comme je fais tous mes trucs en mode inconscient, genre pas fleur au fusil, j'arrive armé, mais je me rends pas compte que j'arrive une guerre, ils sont en train de tirer à l'arme nucléaire et puis moi j'arrive avec un Glock, quoi, tu vois. Ouais. Et les gens ils vont dire mais le mec il est complètement fou, il parle d'armes, d'alcool, mais bon, ils comprendront. Quel était ton passé, Tony ? Pirate. Pirate. Comment tu fais ton argent ? Justement, est-ce que tu aurais une définition de l'échec ? Ouais. Je pense que la plus grande définition pour moi, c'est manque de préparation. Okay. C'est échec est égal à un manque de préparation. Tu t'es pas assez préparé par rapport à ce que tu allais vivre. Tu t'es pas assez préparé mentalement, parce que tout commence par le mindset, ce que tu as en tête, comment tu réfléchis. Tu t'es pas assez préparé sur comment tu allais attaquer ton marché, comment tu allais attaquer même ta propre vie, tu vois. L'échec, c'est juste un manque de préparation. Mais encore une fois, je pense comme un sportif de haut niveau. T'arrives en compète, si tu perds, si t'as un échec, c'est parce que t'es pas préparé. Mais j'aime bien cette vision-là parce que ça montre beaucoup d'exigence. Je sais pas si je me trompe. C'est exactement ça. Voilà. Eh oui.
t'es quelqu'un de très exigeant avec toi-même, j'ai l'impression. Ouais, plus qu'exigeant, le truc, c'est que je suis vraiment. J'ai un sens frappant pour les détails. Euh, j'ai une excellence. Pour moi, l'excellence, c'est quelque chose de très important. Tu vois, ce midi, je suis allé manger dans un restaurant et j'ai pris en photo tout un tas de détails, tu vois, du restaurant. Parce que il y avait une fissure là, il y avait un petit truc là, il y avait un machin là, ça c'était pas rempli, ça c'était pas. Et tu vois, je l'ai pris en photo exprès pour le montrer à mes associés avec qui j'ai le bar et en leur disant voilà, moi je viens en tant que client et je vois ça. Vous ne le voyez plus au bout d'un moment comme vous travaillez dans le lieu, mais voici tout ce que voit le client. Pour leur montrer, on doit toujours avoir un haut niveau d'exigence avec nous-mêmes sur l'établissement que l'on a. Il faut toujours qu'il soit au top, il faut toujours faire attention à ces choses parce qu'il y a des clients comme moi qui vont le remarquer et à cause de ça, ils vont parvenir. Donc ouais, moi j'ai un niveau d'exigence et d'excellence qui est exacerbé. Les gens en vrai, je vais te le dire. Parce que les gens, quand ils me regardent sur les réseaux, waouh, trop ni trop bien, j'ai trop envie que tu bosses avec moi, être associé, si tu peux rentrer dans ma boîte, t'as pas envie que je bosse avec toi. Ouais. Parce que tu vas me considérer comme le mec chiant, alors que moi, je vais me considérer comme le mec exigeant et qui est dans l'excellence. Paradoxalement, je vais te poser une question un peu anodine. Est-ce que tu penses qu'il faut ce rapport d'exigence-là pour atteindre une performance, pour atteindre la réussite? Pas dans tout. Pas dans tout, bizarrement. Un exemple où il faut pas d'exigence. Un exemple où il faut pas d'exigence, quand tu fais du volume. Je Ouais. te prends l'exemple d'un opérateur téléphonique sans citer de marque. Ils font tellement de volume. À quoi bon être bon? Ouais. Il y a toujours des gens qui achèteront. Par contre, quand tu t'appelles Mais il y a quand même de l'exigence. C'est vrai que c'est du volume, mais il y a une il y en a. structure derrière. Oui, il y en a. Mais quand tu sais que l'argent, il va rentrer, que le client soit heureux ou pas heureux, ça rentrera. Ok. T'as pas besoin d'un. Mais par contre, le truc, c'est qu'à l'inverse, quand tu es dans la niche ou quand tu es sur un niveau de luxe ou premium, là, il va falloir que tu commences à mettre un peu d'exigence. C'est pour ça que ce que je dis à beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, si vous vous mettez juste un tout petit peu au-dessus du lot pour faire quelque chose, vous créez une différence colossale. Je vais te prendre un exemple. Je te prends l'exemple des Uber dans les premières années de Uber. T'avais des gâteaux, t'avais des bonbons, t'avais des bouteilles d'eau. Tu pouvais même avoir du orangina et du champagne si t'avais envie. Parce qu'ils concurrençaient les taxis. Ok. Donc, en mettant juste une bouteille d'eau et un bonbon, et en disant tu veux quoi comme musique, ils créent la différence. Aujourd'hui, ils sont plus là-dedans. Comment justement on peut créer cette différence-là? Parce qu'il y a tellement de concurrence, on est dans un écosystème assez concurrentiel dans pas mal de domaines. Comment, par exemple, un jeune comme moi, tu vas arriver dans un marché qui n'est pas une niche, qui est un marché très concurrentiel, comment tu arrives à te démarquer là-dedans plutôt? Prenons l'exemple d'un marché saturé. Et on va dire que tu prends n'importe quel marché saturé sur lequel vous voulez être. Marché saturé, c'est quoi? C'est je vends du coaching sportif et je fais du coaching sportif. J'ai mon studio de podcast et il y a des personnes qui viennent pour faire des interviews. Donc, je ne dis pas que c'est un marché saturé, mais un marché très concurrentiel, où il y a beaucoup de personnes. Si tu es sur un marché comme ça, la seule chose que tu dois faire, c'est benchmark, tu vas étudier ta concurrence. Mais étudier, c'est pas que regarder les prix et tout ça. La différence, elle se fait dans le service. Donc, tu prends ce que tu fais, qui est ton cœur de métier, forcément tu vas bien le faire parce que tu veux que ton client y revienne, et vois quel service tu peux rajouter en plus. Qu'est-ce que tu peux faire en plus? Je te prends l'exemple de mon bar, qui est un secteur très concurrentiel. Eh ben, il y a des gens qui viennent avec des enfants. Derrière mon bar, j'ai une boîte avec plein de jouets à 1 ou 2 euros que j'ai achetés dans des magasins à 1 ou 2 euros. Quand il y a un client qui vient avec son enfant, mot d'ordre de tous mes barman, vous donnez au minimum 2 jouets à cet enfant. Ça va créer une différence pour lui parce qu'il va se dire je vais passer un bon moment. Donc le papa et la maman qui sont venus se détendre, ils vont se dire ah, ça, il va être tranquille 2 minutes au moins. Et pour le client, il se dit oh, ils ont offert quelque chose à mon enfant. Un service supplémentaire. Est-ce que tu peux nous citer 3 éléments pour développer un avantage concurrentiel dans un marché, dans un marché où la concurrence est accrue? Alors, le premier, tu crées une différence où tu ajoutes un service. Ok. Ok. Je dis n'importe quoi. Tu as un studio de podcast, tu demandes à tes clients, vous voulez un barbeur, vous voulez un truc avant, venez 10 minutes avant, il y a un barbeur qui vient. C'est aux frais du client. Ok. Donc, on crée une différence avec le service. Je vais te faire le dernier. Et après, je reviens sur celui-là. Le dernier, suivi client. Une fois que ton client est parti, que tu lui as rendu ou donné le service, demande-lui. Est-ce qu'il a passé un bon moment? Est-ce que c'était agréable? Est-ce qu'il compte revenir?
En gros, c'est genre, waouh. Moi, par exemple, il y a un hôtel où j'étais allé et j'y suis allé absolument par hasard parce qu'il fallait choisir un hôtel vite. Et puis je me suis dit, bah, tiens, celui-là, il est très bien. Et quelques temps plus tard, il me renvoie un espèce de bon avec, ah bah si vous revenez dans l'année, vous avez 15%. Bah, j'y suis retourné, puis j'ai pris cet hôtel-là. Ils ont fait un suivi, tu vois. Et quand ils m'ont envoyé les 15%, ils m'ont envoyé, et c'est celui que je mets en deuxième, un petit truc pour que je note mon expérience passée. Tu te donnes un cadeau, tu peux me noter. Évidemment, j'ai mis 10. Parce que j'avais oublié cet hôtel, tu vois, mais j'ai mis 10 parce qu'ils m'ont donné un bon de moins X%. Et ils m'ont dit, hey, tu peux noter ta précédente expérience. Donc, il faut que tu aies des bons avis. Ok. Des bons avis Google, des bons avis sur Insta, des bons avis Trustpilot, des bons avis, ce que tu veux, mais des bons avis. Et si tu fais que ça, ce que je viens de dire, le que ça, c'est en réalité 90% de ce que tout le monde ne fait pas. Donc, si toi, tu le fais, tu peux manger un marché juste en faisant ça. Ok. Bah, demain matin, je m'engage à me lancer. Demain matin, c'est trop tard, mais vas-y. Demain matin, bah, dès qu'on finit là. Merci. Ouais, ok. Voilà. Maintenant, paradoxalement, est-ce qu'on peut parler de ton rapport avec la réussite? C'est vrai que bon, j'ai l'impression que tu as plutôt bien réussi. Est-ce que tu penses que tu as réussi? Non. Non, parce que pour moi, la réussite est liée à faire tout ce que l'on veut et tout ce que l'on a envie. Et je ne fais pas encore tout ce que j'ai envie. Donc, je dirais que d'une perception, on pourrait dire oui, j'ai réussi. Mais dans ma perception, avec mon prisme, mes yeux, il en manque. Qu'est-ce qui manque? Bah, je pense que je suis qu'à 5%, donc ça te donne une idée de ce qui 5%? manque. Ouais, il manque Ok. beaucoup encore. Il manque énormément. Ça Encore. fait longtemps que tu as démarré, on est qu'à Ouais. 5%. Ouais. Donc imagine-toi le reste. Ouais, donc Il en manque beaucoup. Il y a plein de choses que j'aimerais faire que je ne fais pas encore. Je te donne un exemple. Là, j'ai ma licence de pilote d'avion que je veux absolument passer. J'ai toujours pas pris le temps de bosser sur les bouquins, de prendre mes rendez-vous à l'école de pilote. Et tu vois, parce qu'il y a des choses que je dois finir et que je dois faire et qui sont très importantes. Donc, comme je ne fais pas encore tout ce que je veux, je ne considère pas que j'ai réussi dans ma tête, on va dire. Tu vois. ok. Mais quelle est ta définition de la réussite? Moi, j'aime bien mettre des définitions à toi. Ouais. Pour moi, réussir, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. Ok. Alors oui, je peux faire en réalité ce que je veux quand je veux, mais pas trop longtemps. Eh ben, le pas trop longtemps, pour moi, ça veut dire que on n'est pas encore dans la réussite. Et à quel moment tu penses, est-ce que tu as prévu à un moment donné, tu t'es dit, là, il faut que j'ai réussi, il faut que je sois arrivé où je veux aller? Est-ce que tu as des limites même? Ouais, non, je me suis pas mis de temps parce que je considère que, moi j'ai la même théorie que les physiciens, et les physiciens sont des gens qui ont raison sur tout, c'est que le temps n'existe pas. Donc moi, je ne réfléchis pas au temps. Moi, je réfléchis en termes de rythme. Par exemple, quand je vois le rythme auquel je travaille, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre mon rythme. Je les fatigue, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à suivre. Donc moi, c'est une question de rythme. Ce n'est pas une question de temps, de délai, de quand. C'est une question de là, je sais le rythme que j'ai et il y a une partie que je dois ralentir sur le rythme pour engager un autre rythme sur autre chose. Donc, je ne suis pas dans une définition de délai. Je suis dans une définition de là, je suis à 2000 BPM sur un truc. Il faut que je ralentisse pour ouvrir un autre rythme. C'est marrant que tu me parles de temps parce que j'ai fait des petites recherches sur toi et tout, et j'ai tapé Tony Age. Non, alors je t'explique. Je t'explique tout de suite. Je t'explique tout de suite. On va arrêter ce débat maintenant. Tony est immortel. Cherchez même pas mon âge. Justement, j'ai l'impression que tu n'as pas changé. On dirait Pharrell Williams. Le seul truc qui a changé, c'est la coupe. Je pense qu'à un moment, tu avais des cheveux. J'avais beaucoup de cheveux. Ouais, et après, j'ai eu marre. Ils sont tombés ou... Non, il faisait chaud. Ok, il faisait chaud. Tu veux la vraie histoire ou tu veux la... La vraie histoire, on est dans un média totalement vrai. Mesdames, sortez. Tu parles beaucoup aux dames, hein, j'ai l'impression. Non, tu vois, je regarde, je leur parle pas. Sortez. Messieurs, vous pouvez rester. Il y a qu'entre nous qu'on va comprendre ce truc. Je faisais un événement un jour avec Juppé, l'ancien Premier ministre. Et j'organisais quelque chose, tout ça. J'avais fait venir un photographe de façon à qu'il puisse prendre des photos de la soirée. J'étais trop content. Voilà, machin. Vous retrouverez certaines de ces photos en tapant Tony Jazz, Alain Juppé. Vous allez tomber sur certaines de ces photos. À un moment, le photographe, il prend une photo de moi de dos. J'avais une tête comme ça, avec des cheveux comme ça. Et de dos, je vois une calvitie énervée sur mon crâne. Et quand je reçois les photos, il est 22h. Comme ça, dans mon canapé. Je me suis dit, c'est quoi cette tête-là? Je zoome. Et je vois mes cheveux et comme un trou là. Je fais, mais attends. Et après, je fais ça.
J'avais jamais senti ça. Ouais. J'ai fermé le Mac, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai tout rasé le soir même. J'ai fait une photo comme ça en l'envoyant à mes potes. Ils m'ont dit qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'ils m'ont toujours connu avec la touffe comme ça. Ouais, et Puis j'ai depuis- rasé. Donc voilà la vraie histoire. Mesdames, vous pouvez revenir. Et depuis, ça n'a plus jamais repoussé. Et depuis, j'ai laissé. Tout le monde m'a dit ah mais c'est plus toi. Je fais laissez-moi, t'inquiète, ça va bien se passer. Et aujourd'hui ils sont là non ça va, t'as trop de flow. Ouais. J'aimerais revenir un petit peu sur le sujet. Quelle vision, toi, tu as de la société actuellement? La société actuelle? J'ai beaucoup de visions. Sur quoi exactement? Simple. Ouais, mais Sur- sur quoi? Sur quel aspect? Sur l'évolution de la société, sur l'évolution des jeunes, la mentalité, côté la réflexion un petit peu des jeunes. C'est une question très générale, hein. Alors, je te Mais je vais dirais- attendre une réponse simple. Ouais, je te fais une réponse simple. On prend la partie parce que tu as dit jeune, donc je prends cette partie-là. La dernière génération qui est sortie, qui a vécu notamment pendant le Covid, a compris que travailler, c'était bien juste pour avoir de l'argent, mais en vrai, c'est le cadre de vie qui compte. Mhm. Le truc, c'est que cette pensée, moi, je l'adore, mais elle a créé aussi des jeunes qui n'ont pas envie de se fouler, pour le dire de manière pas très belle. Et donc, du coup, ils font un peu... ils ont envie de ça, puis ils le font, puis après, ils abandonnent et ils laissent. Le truc, c'est que ça va créer une génération d'esclaves. Ouais. Et ils ne le savent pas. Et les maîtres de ces gens, de ces jeunes-là, futurs esclaves, ça sera mes enfants. Parce que moi, je vais leur apprendre à travailler, la rigueur, le travail, l'excellence. En quoi il faut avoir une mentalité qui soit différente, penser différemment, vouloir plus pour sa vie. Pas juste vouloir assez pour faire quelque chose, partir et revenir un peu comme la cigale. Je vais leur apprendre à construire. Et aujourd'hui, quand je vois certains jeunes et leur manière d'agir et de faire, où ils s'épuisent vite, dès qu'il n'y a pas vite les résultats, je me dis, mais moi, mes enfants, mais ils vont vous manger. Ouais. Parce qu'en fait, ils vont vous donner exactement ce que vous voulez et vous allez travailler pour eux. Et donc, en ça, je trouve que cette génération-là, qui aura, on va dire, 40 ans dans 20 ans, elle va être très problématique. Très, Oui. très problématique. Justement, toi, j'ai compris que tu avais des enfants. Non, Pas d'enfants? non. Ok. Je te rappelle que je suis éternel, j'ai tout mon temps. Ah oui. Calme-toi. Bon, la calvitie, tout ça, bon, il va falloir. Calme-toi, il y a des choses sur lesquelles il y a 16 ans. Hein. Quelle valeur tu donneras à tes enfants? Alors, la première des valeurs, c'est une valeur humaine. J'explique une valeur humaine. Et c'est un héritage que je tiens de ma mère, qui me disait qu'en gros, il n'y a personne au-dessus de toi, il n'y a personne en dessous de toi. Donc, tu respectes tout le monde, mais s'il y en a un qui ne te respecte pas, tu ne le respectes pas. C'est une règle. Ça, c'est la première valeur que je leur apprendrai. Et ensuite, la seconde valeur, ça sera vraiment une valeur, non pas de la méritocratie, du faut travailler dur pour avoir de l'argent. Je ne veux pas qu'ils aient cette pensée-là. C'est une mauvaise pensée qu'il faut penser qu'il faut travailler dur. Non, la vie, elle peut être simple. La vie, elle peut être facile. L'argent, il peut être partir, il suffit juste de se ramasser si tu as envie de faire un peu mieux que les autres, mais toujours dans l'excellence. Et ça, c'est ce que je vais leur apprendre. Et rien que ça va donner des résultats, mais infinis. J'ai même, tu sais quoi? Alors, c'est pas parce que ça a été mon gars, mais je vais même pas leur dire il faut que tu sois premier à l'école. T'as même pas besoin. T'as pas besoin d'être premier à l'école. Si, pour moi, tu as la bonne manière de penser, parce que je sais comment est la vie, t'inquiète, tu peux être mauvais à l'école, je sais que tu seras bon dans la vie, parce que tu auras la bonne manière de penser. Donc, en fait, il faut avoir juste la bonne manière de penser. Exactement. Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné dans ta vie qui a changé ta vie? Moi, je vais te donner un exemple. Avant, j'étais un peu timide. Enfin, je pense que je suis toujours timide, hein. Et j'avais... T'es timide comment, toi? Moi, je suis timide comment? Moi, je suis timide avec les filles, hein. C'est-à-dire, que les filles? Que les filles. Ah bon. Non, parce que moi, c'est timide en tout, moi. Ouais, dans tout. Ah oui, toi, c'est que les filles, ça va. Que les Ça filles, va. ouais. Bon, bah, Ah oui, donc les gens viennent te draguer. Non, c'est toi qu'on drague. Arrête. Moi, Allez, non. vas-y. Alors, moi, un conseil qu'on m'a donné, c'est... Mon frère m'a donné un conseil une fois parce que j'étais timide. J'avais pas timide, je rigolais pas avec les filles. Timide, j'avais un petit peu peur du regard des autres. J'avais un petit peu peur de ce que vont penser. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la bonne place? Et un jour, mon frère m'a dit, les gens te voient comme toi, tu te vois. Et vrai. cette phrase-là, elle a changé ma vie totalement. Le lendemain, je suis retourné au travail. Moi, je me voyais là. Je suis allé, j'étais là, hein. Et j'ai eu l'impression que la vision des autres avait changé. Elle avait changé, alors qu'en fait, c'était que la tienne. Alors que c'était juste moi. Ouais. Mais c'est bien, parce que du coup, ça te permet de t'améliorer parce que tu penses bien de toi. Ouais.
Ouais, c'est très juste. Et justement, paradoxal, enfin, pour ton cas, est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné qui a changé ta vie? Ouais, moi, il y a un conseil, c'est toujours le même. Et je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui, c'était un cher monsieur, l'un des meilleurs marketeurs qui puisse exister sur Terre, qui bossait pour une maison de disques et qui m'a dit: Tony, c'est quoi ton objectif dans tout ce que je fais, tout ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Je dis: ah bah, moi, c'est simple. Moi, je veux la place de numéro un. Ah bah, pas de numéro 2. Moi, je veux pas le podium. Moi, je veux la coupe et être seul en haut. C'est vraiment ça le truc. Et je pense toujours comme ça. Encore une fois, c'est mon esprit compétiteur. Il me dit: et tu fais quoi pour y arriver? Bah, je travaille, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Il me dit: parfait. Donc, tu travailles beaucoup? Ouais. Tu travailles à fond, tu essaies toujours d'apprendre plein de trucs et tout ça? Ouais. Ça sert à rien. Il m'a désarçonné quand il m'a dit ça. Parce que ce mec-là, c'est un dieu vivant. Il y a des gens qui traversent la terre pour venir parler 5 minutes avec lui. Je dis: comment ça, je fais mal? Il me dit: en fait, c'est simple. Si tu veux être le meilleur, la seule chose que tu dois faire, c'est travailler avec les meilleurs. C'est ça qui va te rendre meilleur. Et en fait, dans ma tête, et quand il m'a dit ça, dans ma tête, ça a été comme toi. Ça a été une révélation. Parce que je me suis dit: mais oui, je travaille avec les meilleurs. Je les vois travailler. Donc, je vais les copier. Donc, j'aurai les meilleurs contacts. Ils vont m'apprendre comment ils ont fait et comment faire. Et je n'aurai plus qu'à copier. Tu vois, je te rappelle que je suis mauvais à l'école. Donc, moi, copier, c'est naturel. C'est normal. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur, si tu ne copies pas ce que la personne, le bon fait, en tant qu'entrepreneur, bah, tu vas être mauvais. Parce qu'il faut toujours copier. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu es entrepreneur et quand tu as déjà une certaine réussite, c'est compliqué d'avoir cette prise de recul-là et te dire je vais copier sur quelqu'un, parce que tu es quand même bon. Pour ton cas, tu peux te dire je suis quand même Tony Jazz, j'ai quand même fait pas mal de choses. Je copie. Mais Je copie. Aujourd'hui encore, je copie. ok. C'était Steve Jobs qui disait que les petits artistes volent, les grands artistes pillent. Il avait raison. Moi, je suis très alerte sur ce qui se fait, par exemple, sur les réseaux. Tu vois, sur les réseaux, je regarde, je suis très intéressé, je donne mes objectifs. Tu vois, j'ai pas peur de donner mes objectifs. Là, j'ai un objectif avant la fin de l'année, dépasser les 200 000 abonnés juste sur Insta. Tu vois. On est à combien là? On est à 187 au moment où on fait cette vidéo. Je me resservirai de cette vidéo pour montrer qu'on est passé à 200. Et là, mon objectif, tu vois, c'est passer à 200. Et je le dis, tu vois, haut et fort, j'ai pas peur de le dire. Et je vais regarder des créateurs français, des petits créateurs, des gros créateurs américains, les Russes. Les Russes, ils sont très bons sur les réseaux. Et je regarde comment ils font. Et je dis: oh putain, il fait ça, mais c'est excellent. Je copie. Je réessaye le même format. À ma sauce. Encore une fois, c'est toujours à ma sauce, tu vois. Mais je m'inspire des autres. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Prenez l'existant et essayez de l'embellir. Par rapport au fait de dire les choses, tu vois, est-ce qu'on pourrait pas mettre une corrélation entre le fait de dire quelque chose et l'exigence tout à l'heure qu'on parlait? Je m'explique. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, forcément, automatiquement, toi, ça te met une exigence. Tu dis, je l'ai dit. Ouais, je Il l'ai faut dit. que je le fasse. Là, Maintenant, je peux faut plus. le faire. Là, on peut plus reculer. En plus, nous, on est des On peut plus hommes. reculer. Bon, Il y a de l'ego, on peut plus reculer. ouais, voilà. Et du coup, je trouve ça top. Je sais pas si toi, c'est ton cas, le fait de quand tu dis quelque chose et que là, tu dois foncer. Ouais. Moi, je l'explique souvent. Tu vois, à mes coachés, je leur explique. Je leur dis: il faut que tu puisses dire à tout le monde tes objectifs. Parce qu'en fait, je veux qu'ils puissent le dire assez fort pour avoir peur de reculer. Pas peur de l'objectif, peur de reculer. Moi, c'est différent. Moi, je le dis, non pas pour pas avoir peur de reculer, parce que je sais que je vais le faire. C'est juste parce que je sais qu'en le disant, je crée un chemin neuronal. Mes neurones se connectent entre eux pour trouver la solution pour y arriver. Et le seul fait de le dire, c'est réussir à 50%. Donc en fait, moi, je ne le dis pas pour me mettre la pression. Je le dis pour que mon cerveau se mette en marche pour aller vers là. Ok. Mais il peut y avoir aussi une volonté de ne pas échouer par rapport aux autres, parce que tu l'as déjà dit. Bien sûr, mais après, il y a beaucoup de choses que j'ai dit comme ça et que je n'ai pas réussi, ou je me suis exemple raté. Un exemple, quelque chose que tu as dit, tu n'as pas réussi? Typiquement l'année dernière, c'était le truc de la licence de pilote d'avion. Je voulais la commencer cette année, tu vois. Et je l'ai tabassé, partout. Et je l'expliquais, je vais acheter mon avion, voici l'avion que je vais acheter. On est à la fin de l'année, j'ai pas ouvert une fois le livre, tu vois. Donc, Mais ça reste dans ma tête comme ça. C'est une obsession, tu vois. ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tu es une star. Tu vas t'acheter un avion carrément. Non, mais c'est rien un avion. Ah, ok. Non. Ouais. Une fusée, c'est cher. Un avion, ça va. Ça dépend pour qui. Pour toi, c'est rien un avion. Non, je te jure, un avion, c'est rien. L'avion que le premier que je compte m'acheter, il vaut le prix d'une grosse voiture. Ok. Chacun sa grosse voiture. Chacun sa grosse voiture.
Bah écoute, on a bientôt terminé. J'ai une dernière question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un jeune, un conseil simple, efficace, en 3 mots? T'as 1 seconde. C'est déjà trop tard. Faites des contacts. Faites des contacts. Faites des contacts. Peu importe ce que vous voulez faire, faites des contacts. Ok. Bon, bah, on a fini. C'est passé très vite. Ouais. On avait eu énormément de choses à se dire. Merci, J'aurais JP, bien pour voulu l'invite. rester encore plus longtemps avec toi, que tu continues à me parler de pas mal de choses. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai Merci, que JP. quand je t'ai contacté, je savais pas que j'allais t'avoir en face de moi. Et regarde, on est là. Quel plaisir. J'espère qu'on aura encore d'autres entretiens parce que on s'est pas tout dit, j'ai l'impression. T'inquiète, on en fait un deuxième. Si vous voulez une partie Ouais, 2, parce que- commentaire, partie 2. Parce que toi, tu es toujours à gauche, à droite. Quand tu es à Paris, je te contacte. Vas-y, partie 2, c'est parti. Merci à toi. Et c'était le 5e épisode de Rebond. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous.